Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France, émission spéciale absolument incontournable, surtout si vous avez la chance d'être en vacances dans les tout prochains jours. Nous allons vous faire une promesse aujourd'hui, celle de vous donner les meilleures idées de sortie pour que vous puissiez passer un été absolument inoubliable. Parc d'attractions, escape game, île de loisirs, exposition, nous avons sélectionné pour vous les activités les plus captivantes à partager en famille. Et si vous pensiez tout connaître sur le bout des doigts en Ile-de-France, eh bien préparez-vous à découvrir les secrets les mieux gardés de votre région. Regardez. Allez, il est temps pour moi de vous présenter celui qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Un expert incontournable et très respecté dans l'univers du divertissement. Avec lui, préparez-vous à virevolter dans les airs et à plonger dans les mondes féeriques entre frissons et émerveillements. Bonjour Maxime Guény. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, le journal de référence pour tous les amoureux de Grand 8, d'escape game, de safari et autres plaines de jeux. Alors vous venez de sortir le 13e numéro quand même. Déjà, ouais. J'espère que ça vous portera bonheur. J'espère aussi, je croise les doigts. Je croise les doigts pour vous. Alors avant que nos invités se succèdent sur ce plateau, je voulais d'abord m'entretenir avec vous un peu en tête à tête au sujet des parcs d'attractions. Quels sont les sites incontournables aujourd'hui en Ile-de-France vers lesquels vous nous conseillez d'aller? Alors ils sont hyper nombreux. En France, il y a jusqu'à 600 lieux de loisirs. Ouais. C'est plus de 60 millions de visiteurs rien qu'en France qui visitent un lieu de loisirs. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France se regroupent les principaux. Alors, évidemment, Disneyland, Parc Astérix qui sont les deux principaux, mais il y en a plein d'autres. La Mer de Sable, je crois que vous allez recevoir un invité. Absolument, le directeur de la Mer de Sable, tout à fait. Et plein de lieux comme le jardin d'acclimatation, qui est à la fois un jardin, mais aussi un parc d'attractions dédié. Vous avez Safari de Thoiry, pas très très loin. Vous avez plein d'activités, y compris le parc Saint-Paul. Ça veut dire que pour quelques dizaines d'euros, en famille, vous pouvez profiter d'un moment assez agréable pour pouvoir vous évader. Parce que c'est quoi les parcs d'attractions? C'est une invitation à l'évasion. C'est vrai qu'on pense systématiquement à Disneyland Paris, on pense également au parc Astérix, mais il existe en réalité une multitude d'aires où on peut effectivement monter dans des coasters, faire des attractions. Ça, c'est possible en Ile-de-France. C'est possible en Ile-de-France pour une vingtaine d'euros par adulte. Et puis, surtout, la capacité de s'évader très, très rapidement. Après, si vous faites un saut à 2h30 de Paris, vous avez par exemple Nigloland, qui est le 5e parc de France, dans l'Aube. Si vous prenez le TGV jusqu'à Lyon, vous avez Walibi-Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai que la France, il y a une vraie culture de parc qui s'est installée en France depuis ces dernières 30 années. Et cette capacité, surtout, à émerveiller petits écrans. Et c'est la raison pour laquelle face à cette multitude d'offres que l'on a ici en Ile-de-France, on a choisi pour vous les meilleures attractions. Alors, on va parler évidemment du parc incontournable de notre région. On ne peut pas parler loisirs sans forcément l'évoquer à un moment donné, c'est Disneyland Paris. Pourquoi aujourd'hui ça reste quand même un site qui est absolument incontournable dans notre paysage? Parce que c'est un concentré de magie et d'émotions, avec des spectacles grandioses, des attractions mythiques et surtout une saisonnalité qui permet de revenir tous les 3 mois. C'est aussi un lieu qui parle à tous, où il y a ce lien émotionnel. On a tous un Disney préféré. Et ces Disney, ils sont transformés, métamorphosés dans des attractions à part entière. C'est aussi pour ça que c'est la première destination touristique européenne. Mais les films d'animation Disney se multiplient au fil des ans. Comment ce parc parvient-il à les intégrer? Parce que ce parc existe depuis 1992. Alors à l'époque, on avait sans doute Blanche-Neige, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a Lilo et Stitch. Est-ce qu'ils parviennent justement à mettre tous les films d'animation dans un seul et même parc? Pas systématiquement. Vous avez des grandes franchises, évidemment, qui a le droit à son attraction. Je pense, il y a une dizaine d'années, l'aventure de Ratatouille au parc Walt Disney Studios. Il y a tout un land Avengers Campus qui a été créé il y a 3 ans à peine avec les héros Marvel, que ce soit Spider-Man, à Iron Man, avec le roller coaster qui s'appelle Flight Force. Et puis, vous parliez de Stitch, qui fait un succès au cinéma, Lilo et Stitch, qui a aussi sa zone dédiée avec une petite attraction d'interactivité. Pour votre information, le personnage de Stitch est celui le plus vendu dans les parcs Disneyland. Et c'est une exception culturelle française, j'ai envie de dire. Alors, il y a un chiffre quand même qu'il faut citer qui parle de lui-même. Disneyland Paris, c'est 6% des recettes touristiques en France. C'est la première destination touristique en Europe, il faut le savoir. Comment expliquez-vous que ce parc traverse les époques sans prendre la moindre ride? Parce qu'il allie storytelling
expérience client et émotion, et surtout cette capacité à rejoindre Marne-la-Vallée, à aller 45 minutes en voiture de Paris avec un arrêt RER, avec des arrêts aussi Eurostar par l'époque. En fait, tout est très très bien desservi, et ça c'est une grande capacité pour le parc de réunir jusqu'à 60% de visiteurs étrangers versus 40% de visiteurs français. Donc ça c'est aussi une exception dans l'univers des parcs à thème, et Disney représente à peu près une vingtaine de pourcents de parts de marché dans l'univers des parcs d'attractions. Alors comme les Franciliens sont, c'est vrai, à proximité de cet endroit, il n'est pas rare d'y aller finalement. On peut y aller peut-être tous les 2 ans, allez admettons tous les 3 ans. Est-ce que je peux être malgré tout surpris lorsque j'y vais tous les 2 ou 3 ans, ou est-ce que je vais retomber systématiquement sur les mêmes spectacles, sur les mêmes attractions, et je risque d'être un petit peu lassé? Oui, parce que chaque visite est différente. Chaque parc a sa saison, et le parc Disneyland joue sur la saisonnalité. C'est vrai que quand vous allez y aller pendant la période d'Halloween, vous allez croiser une citrouille, mais pas que. Il y a toute une ambiance, et toutes les parades sont éditorialisées en fonction de la saison. Lorsque vous allez pendant les féeries de Noël, c'est toute une autre ambiance. Et puis Disneyland Paris s'est fait aussi une particularité par rapport aux autres parcs Disney dans le monde, c'est sa capacité à innover sur les spectacles. Ils sont très forts sur les spectacles de drones, d'ailleurs par une entreprise bordelaise, Dronisos, et ils se renouvellent constamment. Actuellement, c'est le Disney Music Festival, c'est-à-dire que vous avez dans tous les lands du parc des personnages, des musiques dédiées, et à la fin un grand show qui se centralise sur Central Plaza, juste en face du château de la Belle au Bois dormant. Alors Disneyland, il faut le savoir, se divise en 2 grands parcs. Il y a le parc principal, Disneyland Paris, mais il y a également Walt Disney Studios, et ce dernier a été profondément transformé cette année. De quelle manière? De la manière suivante, parce que dès que vous rentrez sur le parc Walt Disney Studios, vous avez la séquence d'entrée, c'est-à-dire le premier studio dans lequel vous allez rentrer, qui a été complètement refait et qui se transforme en World Premiere. Dans le parc à loisirs magazine actuellement en kiosque, en fait, on interviewe les Imagineers et ils ont dit que leurs inspirations, c'était de refaire un peu le Hollywood rêvé, le Hollywood dans lequel vous allez assister à une avant-première, parce que le parc Walt Disney Studios va se transformer. Et l'année prochaine, il va avoir un nouveau nom. Donc c'est rare aussi dans l'univers d'un parc. Il va se transformer. Donc ça va passer du parc Walt Disney Studios à Disney Adventure World, parce que ça va être des mondes Disney avec des thématisations en fonction des personnages qu'on aime. Donc la zone Pixar, la zone Avengers Marvel, la zone Reine des Neiges qui va ouvrir, ça va être très très large. Donc voilà, ils ont retravaillé, repositionné le parc pour être une véritable destination. Et la zone Reine des Neiges, justement, parlons-en, parce qu'elle est très attendue, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un 3e volet qui devrait arriver courant 2027, je crois, au cinéma. On imagine que l'ouverture de cet espace va plus ou moins coïncider avec l'ouverture de cette zone? Non, plutôt, parce que la zone World of Frozen Reine des Neiges est prévue pour 2026, courant 2026. Et à l'intérieur, on va y retrouver donc, alors, ils vont quasiment doubler la surface du parc. C'est assez énorme. Il va y avoir une attraction majeure, un boat ride, une attraction aquatique dans l'univers d'Arendelle, de magnifiques châteaux, une ambiance un peu norvégienne, et également un énorme lac dans lequel pourra se tenir tous les soirs des gros spectacles avec de la féerie, des effets spéciaux, des projections. Et des drones, bien sûr, et puis toutes des zones de restauration diverses et variées. La seule chose que l'on peut peut-être reprocher à Disneyland Paris, c'est son prix, parce que généralement, c'est quand même cher d'y accéder. C'est vrai que c'est un budget, mais en même temps, c'est un budget sur la base d'une expérience que vous vivez en famille. Il n'y a pas d'autres parcs qui proposent des expériences avec des licences aussi puissantes. C'est vrai. Et après, je me faisais la réflexion, je suis passé à la fête foraine à Paris, à la Foire du Trône, ou même sur la fête des Tuileries, mais quand vous avez un ticket moyen de manège entre 6 € et 10 €, vous imaginez que vous avez une famille de 3 enfants, imaginons, et puis vous prenez une glace et un churros à la fin, vous avez comme un prix qui est suffisamment haut. Donc je pense que le fait de le concentrer sur un billet en moyenne à 100, 120 € par personne, bon, ça vaut le coup. Surtout que maintenant, il y a la tarification dynamique qui a été mise en place. Autrement dit, s'il y a beaucoup de monde, c'est plus cher. S'il y a beaucoup moins de monde, vous l'aurez à un moindre prix. À moindre prix. Alors je vous propose désormais que l'on aille un peu plus au nord, direction le parc Astérix. Alors c'est vrai, les mauvaises langues vont nous dire que nous ne sommes pas en Île-de-France, mais à seulement 30 minutes de route de la Porte de la Chapelle. C'est la
raison pour laquelle nous nous sommes permis de les mettre dans cette sélection. Pour quelles raisons me conseillez-vous de passer la journée en famille au parc Astérix? Parce que c'est un parc familial, drôle et accessible, avec plus d'une quarantaine d'attractions. Et il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années. Des millions d'euros d'investissements dans des nouveaux roller coasters, dans des nouveaux spectacles, dans une offre un petit peu plus repensée et avec aussi une qualité de service, parce qu'il y a des hôtels qui se sont construits. Donc, ce qui dit hôtel dit séjour peut-être allongé. Et le parc Astérix, aujourd'hui, se positionne en deuxième parc de France avec 2,8 millions de visiteurs annuels. C'est le deuxième parc le plus visité en France. C'est vrai que c'est un succès qui s'explique aussi grâce à une offre en constante évolution. Et le nouveau bébé qui vient de naître au parc Astérix, il s'appelle le Cetotomatix. Voilà, ça c'est le nouveau coaster qui a été justement sorti de terre très récemment. Cette attraction, elle ressemble à quoi exactement? C'est un grand 8 familial. Vous êtes dans des wagons qui tournoient sur lui-même avec de la propulsion. Vous voyez un peu à quoi ressemble Crush Coaster, Disneyland. À peu près. C'est à peu près ça, avec plusieurs wagons, c'est accessible dès 1 mètre. Et alors ça va ouvrir courant de l'été, ils ont pris un peu de retard, mais ça va être une vraie pièce en plus pour la famille. C'est une bonne sensation, je crois qu'on va vivre. Et c'est vrai que dans ce type de parc, on le sait, au-delà de l'attraction, il y a toute l'histoire qui est racontée autour de cet événement. L'histoire de Cetotomatix, c'est quoi exactement? Nous sommes plongés dans le village des Gaulois à la découverte de Cetotomatix, qui est le forgeron, qui est donc obligé de construire une machine pour tester le courage des visiteurs, d'où la création de Cetotomatix, cette montagne russe. Simple, efficace, mais en même temps, ça donne envie d'y aller. Eh bien, merci beaucoup Maxime Guény. Vous restez avec nous en tant que consultant loisirs, car nous allons désormais recevoir sur ce plateau de nombreux acteurs du tourisme local, à commencer par cet ancien photographe professionnel qui garde un œil très attentif, mais discret malgré tout, sur tous les joueurs qui transitent par ces salles de jeu. Sa promesse, vous transporter dans des univers tantôt glaçants, tantôt troublants, dans lesquels vous allez devoir résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir vous en échapper. Amis claustrophobes, passez votre chemin. Je sais pas pourquoi je mets des mots compliqués comme ça dans mes introductions, franchement. Bonjour Maxence Ferry. Claustrophobe, c'est très compliqué, on ne dit pas ça après 18h. Alors vous êtes le directeur de Victory Escape Game, donc c'est une entreprise spécialisée dans le jeu d'évasion. Alors avec un tel nom, on se dit que c'est rassurant, quand on joue on va forcément gagner. Avec Victory dans le nom, théoriquement c'est bon signe. Théoriquement, mais pas tout le temps. Pourquoi vous avez choisi Victory? C'est parce qu'en fait, à toute base, le premier local était rue de la Victoire. On est juste à côté d'ici, rue de la Victoire, et du coup, on s'est dit que le nom était plutôt bien. Bon, après, on a ouvert d'autres locaux, mais c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et quand on perd, on peut vous demander un remboursement, c'est possible ou pas? Évidemment que non. Et la Victoire n'est pas donnée à tout le monde en plus, quoi. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément ce concept d'escape game, qui quand même remonte à une bonne grosse dizaine d'années en France, c'est quoi exactement? Comment vous le définiriez? Alors un escape game, c'est quoi? C'est un jeu scénarisé, on vous rentre dans une pièce décorée, scénarisée, et en fait vous allez devoir vous en sortir en remportant votre mission en l'espace d'1 heure, en résolvant plein d'énigmes. Il faut par équipe communiquer pour pouvoir avancer, progresser dans l'aventure. Et si vous êtes fort et que vous arrivez avec vos énigmes, vous pourrez vous en sortir à la fin du jeu. Et c'est quoi un bon escape game, tiens Maxime? Un bon escape game, c'est une bonne histoire immersive. C'est des énigmes ni trop compliquées, ni trop faciles. Et puis un bon maître du jeu qui vous accompagne sans que ça casse un peu l'immersion. Et aujourd'hui, les bons escape games, ce sont ceux qui ont des décors un poil réalistes. Les décors de cinéma, on a l'impression d'être plongé dans le film, carrément. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Il faut une très bonne ambiance lumineuse, aussi une bonne ambiance sonore et vraiment une décoration bien finie, bien terminée pour que les gens soient vraiment à fond dedans, qu'ils rentrent bien dans le scénario, qu'ils soient une immersion totale, quoi. Alors c'est vrai que des escape games, on en compte vraiment des dizaines. On peut vraiment en compter beaucoup en Ile-de-France. Quelle est la spécificité du vôtre? Alors nous, on a 8 salles d'escape game et 5 salles de quiz, des thématiques différentes. On essaye de s'adresser à un public assez large pour tout le monde, où on a vraiment différentes thématiques pour pouvoir accueillir des familles ou des groupes d'amis ou des collègues à l'occasion de team building ou cohésion de groupe. Et on essaye vraiment d'avoir des thématiques variées pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais à partir de quel âge on peut participer à un escape game? Globalement, il y a des enfants qui accompagnent leurs parents à partir de 10 ans. On sait qu'à partir de 12 ans, ça commence vraiment à carburer et à réfléchir par eux-mêmes. Et à partir de 15 ans, ils peuvent carrément jouer tout seuls. Et en général, ils sont plutôt très forts, quoi. Ils sont plutôt très forts. Et quels sont les escape games les plus insolites? Parce que franchement, on va parler des vôtres, bien évidemment, mais c'est vrai que parfois, on est plongé dans des univers qui sont absolument incroyables. Alors, il y en a un qui me fait penser tout de suite à ce que vous me dites, insolite. Ça s'appelle Prison Break.
Shipwreck from Alcatraz, c'est à San Francisco. Ah oui. Et en fait, ils ont reconstitué un peu la prison d'Alcatraz, pas sur l'île, mais l'objectif, c'est de pouvoir s'évader comme les prisonniers d'Alcatraz. Je trouve ça complètement fou. Il y a aussi un escape game qui se passe sous l'eau, en mode aquatique. On le trouve dans les pays de Galles. Les joueurs évoluent en immersion à 15-20 mètres sous terre. Ah oui, là, effectivement, c'est assez singulier. Vous proposez au total 5 missions, si je ne m'abuse. Ouais, 5 missions. Quelles sont celles que vous recommanderiez à un public familial déjà? Un public familial, je recommanderais de s'orienter vers soit le Diamant de la Joconde ou l'Arche perdue, qui sont déjà des thématiques qui ne font pas peur. Si vous voulez venir avec des enfants de 10-12 ans, l'idée c'est quand même de ne pas les traumatiser. Sauf si on veut les punir à un moment donné. Ouais, alors à ce moment-là, on peut carrément même les laisser en salle, mais non, pour pas les traumatiser, vraiment ne pas s'orienter vers un scénario qui fait trop peur. Donc le Diamant de la Joconde ou l'Arche perdue sont des scénarios complètement adaptés. Voilà. Ouais. Et justement, c'est vrai que... Alors qu'est-ce que vous racontez d'ailleurs à travers ces histoires? Parce que le Diamant de la Joconde et l'Arche perdue, ce sont, j'imagine, 2 histoires totalement différentes. Exactement. Quel est le type de narration que vous proposez? Exactement. Par exemple, le Diamant de la Joconde, on va se retrouver dans la peau d'une équipe de braqueurs de banque pour aller voler le plus gros diamant du monde. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant de suite, mais globalement, vous allez pénétrer dans le bureau d'un directeur et de fil en aiguille, vous allez pouvoir peut-être accéder au plus gros diamant du monde et peut-être pouvoir le dérober. Ah oui, formidable. Écoutez, c'est la Casa des Papel de la bijouterie là, que vous nous proposez. Et le deuxième? Je préfère pas en parler de suite. C'est vrai? Aïe. Ah, vous avez l'art du teasing quand même. Franchement, vous nous donnez l'eau à la bouche. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont en train de nous regarder et qui peut-être n'ont jamais mis les pieds dans un escape game. Quel conseil vous donneriez à un débutant qui commence et qui arrivera peut-être dans une salle? Il faut commencer par un endroit en particulier. Généralement, est-ce qu'il y a des méthodes à suivre pour pouvoir progresser dans le jeu? Alors la première qualité d'abord, c'est de bien écouter sa mission, son ordre de mission, parce qu'une fois qu'on a bien compris ce qu'on doit faire, quand on rentre en salle, déjà on sait ce qu'on doit faire. Ensuite, il faut avoir pas mal de curiosité pour commencer à fouiller de partout, parce qu'il y a un vrai travail de fouille, et surtout, il y a un vrai travail de communication. Si vous ne communiquez pas, vous ne vous en sortirez pas. Vous devez en permanence avoir le même niveau d'information que vos collègues dans la salle. Une fois que tout le monde a le même niveau d'information, que vous avez bien fouillé, il y a de la réflexion, il faut arriver à mettre en adéquation tout ce qu'on a pu trouver dans la salle pour les mettre en relation et essayer de progresser comme ça dans votre aventure. Et Maxime, est-ce qu'on s'engueule beaucoup quand on joue aux escape games? Énormément. Attention, c'est des ménages. C'est vrai, vous pensez? Mais c'est ça les qualités effectivement d'un bon joueur d'escape game, c'est savoir communiquer et puis également avoir le sens de l'observation tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+12 en inspecteur de police. Et puis aussi aujourd'hui les nouveaux modèles d'escape game se développent beaucoup. Les gens ont de moins en moins envie de réfléchir. Ils veulent que ce soit un peu automatique, en tout cas très instinctif dans la manière de manipuler les différentes énigmes, les pièces secrètes qui s'ouvrent. Et puis les gens recherchent aujourd'hui des effets waouh. Les effets waouh, c'est-à-dire qu'ils veulent être surpris par des choses. Donc on peut être aussi bien surpris par les gens qui nous accompagnent que par les pièces qui s'ouvrent devant nous. Absolument, mais c'est vrai que vous revendiquez aussi, j'ai vu sur votre site, le meilleur escape game d'horreur de Paris. Alors celui-là, il s'intitule La Maison des Poupées, évidemment. Si vous y allez avec un enfant de 6 ans, c'est bien beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'il ne s'agit pas de It's a Small World. Oui, absolument, oui, vous avez raison. Et dites-nous comment vous faites pour procurer le frisson à toutes celles et ceux qui s'y aventurent? En fait, il y a quelque chose de spécial avec cet escape game, c'est que dans 2020, lors du Covid, juste à côté de chez nous, notre local qui était accolé au nôtre, il y avait un vrai magasin de restauration de poupées. Ah oui. Et en fait, ce monsieur, a priori, je ne le connais pas personnellement, mais a priori, il est parti pendant le Covid. Je ne peux pas vous dire de quoi, j'en sais rien, peut-être du Covid sûrement. Et en fait, par procédure, on a réussi à récupérer son local. Et quand on est rentré dans son magasin de poupées, en fait, à la base, on devait tout raser pour faire des nouvelles salles d'escape game. Et en fait, quand on est rentré dedans et qu'on a vu la tête du magasin de poupées, le monsieur est connu, il est sur Internet. Et du coup, on a décidé d'installer des caméras et de faire des énigmes directement dans ce magasin de poupées. Du coup, c'est même plus une décoration. Il y a une âme dans le magasin, il y a quelque chose. Et après, je vous passe les détails, mais il se trouve, a priori, il est un peu hanté par sa petite fille qui serait restée un peu dans les murs. Mais attendez, mais c'est effrayant parce que là on passe de la fiction à potentiellement à la réalité là dans ce que vous êtes en train de dire. Il y a une partie de réalité. Il y a une partie de réalité dans cet escape game. Je vous dis, on a récupéré le local, c'était une aubaine au début. Au début, c'était pas le projet, mais finalement quand on est rentré dedans et qu'on a vu le local, on s'est dit que il y a eu des évidences. Exactement. Et quelle est la salle la plus populaire chez vous?
Actuellement, je me tâte, il y en a deux. Il y a le Diamant de la Joconde parce que c'est très familial et que forcément un scénario de braquage de banque. Et on a aussi le Motel Hanté. Ah oui, le Motel Hanté. Le Motel Hanté qu'on a fait il y a quelques années. Qui a l'air d'être bien effrayant aussi, celui-ci. Elle est bien effrayante, elle est bien effrayante. Pareil, je ne peux pas trop spoiler dessus. Mais en tout cas, je déconseille à des enfants trop jeunes d'aller dans cette salle. Vraiment, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et ceux qui ont des problèmes cardiaques aussi, peut-être. Ça à éviter. On sursaute ou pas? Ouais, bien sûr. Femme enceinte, problème cardiaque, tout ça. C'est quoi? C'est plutôt en sursaut de ces gore, ou des deux peut-être? Les deux. Il peut y avoir des deux, plus de sursaut quand même. Mais c'est vrai que ces escape games dont on parle, il y a quelque chose quand même de fascinant. Comment ce loisir est-il né? Il est né au Japon en 2007, avant d'arriver en Europe en 2011, en Hongrie, qui a d'ailleurs été la capitale européenne, et avant qu'il soit un petit peu fait balayer la première place par la France, l'Espagne. Mais la France, c'est bien situé. Il y a entre 800 et 900 salles aujourd'hui. Ah oui, quand même. Ça s'est bien développé au cours des dernières années. Ça s'est bien développé. Ça arrive à peu près il y a une dizaine d'années. Et je crois que nous étions les premiers parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est implanté ici. C'est arrivé en décembre 2013 en France. Effectivement, vous avez raison. La capitale de l'escape game, c'était Budapest. Et il y a un moment, effectivement, on regardait beaucoup ce qui se faisait vers Budapest. Mais comment vous faites aussi pour sortir tous ces scénarios de votre tête? Alors c'est vrai que là sur les poupées, on a bien compris que vous avez utilisé l'occasion pour en faire un escape game, mais pour le reste, est-ce qu'il faut être un petit peu psychologiquement détraqué pour faire des scénarios aussi dingues que ceux que vous proposez? Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement l'aubaine quand on a récupéré le local et qu'on a vu qu'il y avait un magasin de poupées qui nous était donné au final. Mais sinon, globalement, la voie classique, c'est plutôt de travailler main dans la main avec une équipe de game designers sur lequel on réfléchit à une thématique, un scénario qui va nous plaire, surtout dont on a besoin et donc qui va rencontrer un succès auprès du public. Et avec eux, on travaille un scénario. Ça, on l'écrit sur papier. C'est un peu long parfois parce qu'il faut le travailler, il faut être sûr que ça tienne, qu'il y ait une histoire qui soit cohérente. Et une fois que c'est fait, il faut fabriquer tous les mécanismes, parce qu'il y a beaucoup de techniques dans les meubles, il y a beaucoup d'électronique, il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ça, en général, ça se fait en atelier. En parallèle de ça, on fabrique, dans les locaux, on commence à faire les plans des salles. Et une fois que tout ça c'est fait, on marie le tout, c'est-à-dire qu'on fait venir les meubles techniques sur le chantier et on installe tout. Et une fois qu'on a tout installé, il ne reste plus qu'à faire toute la déco. Donc c'est un vrai travail. Et à la fin, au final, on l'ouvre. Il y a une période de bêta-test et cette période de bêta-test va nous dire si tout le projet était cohérent ou pas cohérent. Donc là, il y a des moments où on peut corriger. Il y a des testeurs qui viennent pour voir si le scénario est cohérent. Et vous avez évoqué tout à l'heure le Game Master. Alors ça, c'est l'agent qui est dans les haut-parleurs pour pouvoir guider les joueurs lorsqu'ils sont bloqués. Ça doit être assez compliqué d'endosser ce rôle, sachant qu'il ne faut pas trop en dire. En même temps, il faut aussi faire en sorte qu'ils puissent continuer l'enquête. Ça doit être assez difficile. C'est un vrai rôle, au même titre qu'il faut avoir une belle déco, que ce soit hyper immersif. Le Game Master, il a un vrai rôle, c'est-à-dire qu'il doit d'abord faire rentrer les joueurs dans l'histoire, donc c'est lui le garant un peu de l'immersion, quoi. Et une fois qu'il a fait rentrer les joueurs dans l'histoire, il doit pouvoir les suivre et donc il connaît la salle de fond en comble pour pouvoir être sûr que les joueurs ne bloquent pas trop longtemps et qu'il puisse les aider en cas de besoin, quoi. Bien sûr, ça c'est vraiment son rôle. Et dernière phrase avec vous, vous proposez des quiz games aussi, hein? On propose des quiz games, on a ouvert ça il y a un peu de temps, ça marche très bien. C'est vraiment des salles, c'est très drôle comme concept. Alors là c'est différent, c'est moins coopératif, on est plus là pour s'affronter sur des questions de culture générale. En fait, on a reproduit un peu des mini plateaux télé. C'est plutôt cool. C'est à mi-chemin entre questions pour un champion et burger quiz. Et là, vous vous affrontez vraiment en mode compétition derrière des pupitres. Et c'est vraiment très drôle. En ce moment, ça a vraiment le vent en poupe. Et on n'est pas enfermé. Merci beaucoup, Maxence Seri. Je rappelle que vous êtes le directeur de Victory Escape Game. On vous souhaite évidemment un bel été. Et l'été sera beau, à condition qu'il soit chaud dans les t-shirts, dans les maillots, Maxime. Oui, c'est tout YouTube, non? Non, pas du tout. Eric Chardin, 2003, décidément, franchement. Bonjour, enchanté. Ben voilà, vous voyez, notre invité vient d'arriver. On se salue. Vous pouvez passer un délicieux moment, figurez-vous, en plein air, coiffé d'un chapeau de cow-boy avec des Santiago. Si vous êtes un fan de Lucky Luke ou un fan de Calamity Jane, eh bien ce moment est sans doute pour vous. Bonjour Antoine Lacarrière. Bonjour Damien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes le directeur de la Mer de Sable. Hein. Alors vous sortez de Paris, vous parcourez environ 40 minutes de route et là vous arrivez dans la forêt d'Ermenonville. Comment, déjà une première question, parce que c'est quand même assez dingue ce décor que vous nous proposez, comment cette grande étendue de sable s'est-elle retrouvée là à seulement quelques minutes de Paris? Alors on l'explique pendant le spectacle de l'attaque du train. En fait c'est une zone naturelle, une mer s'appelle la mer Tempienne qui était là il y a 3 millions d'années, qui s'est retirée et il se trouve qu'au début du XVIIIe siècle les hommes ont exploité la terre de bruyère qui était sur cette dune et cette dune est apparue et en 55 quand Jean Richard installe son zoo juste en face à Ermenonville, il se dit c'est marrant parce que ce territoire, cet espace, cette dune elle ressemble un petit
peu à ce qu'on s'imagine dans notre imaginaire, le terrain de la conquête de l'Ouest. Et si un jour je faisais quelque chose, ça serait amusant de faire peut-être, pourquoi pas, une zone western dans cette zone-là. Alors quand il a créé le parc en 63, il a inventé 5 zones différentes, mais il y avait cette zone cow-boy qui est devenue petit à petit la zone principale. Et quand j'ai repris le parc en 2021, on a décidé que maintenant ça serait que cow-boy et il n'y aurait plus aucun autre univers. Parfois, vous verrez dans le parc quelques vieilles attractions qui sont spécialisées pour les petits-enfants, parce que c'est le parc de la première expérience. C'est vrai. Vous êtes le plus vieux parc à thème, finalement. Le parc à thème, créé en 63 par Jean Richard, et c'était quelques années après Disney qui avait créé en 55 son parc en Californie. Mais du coup, je ne suis même pas sûr il était au courant qu'il y avait un parc à thème, puisque c'était une grande différence. Il y avait d'autres parcs qui existaient avant, acclimatation à 150 ans, mais c'était des forains qui se présentaient et qui se positionnaient à un certain moment, puis qui repartaient. Alors que nous, il y avait dès le départ 5 thèmes. Maintenant plus qu'un seul thème. Jean Richard qui effectivement était un acteur qui a construit finalement ce parc avec ses cachets d'acteurs, me semble-t-il, et qui l'a inauguré en compagnie du grand Maurice Chevalier. Est-ce que les caméras ont été toujours plus ou moins omniprésentes? Parce que quand on a un décor comme ça, on a envie de tourner des westerns finalement. Alors on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, et on continue à les accepter. Je ne fais plus aucune demande qui sont liées à des sports mécaniques, parce que je pense que c'est en décalage avec notre positionnement naturel. Et je suis déçu pour ceux qui adorent le Paris-Dakar, ce qui est mon cas, mais à l'époque il y avait pas mal d'entraînements qui se faisaient là-bas. Et c'est vrai que Jean Richard, quand il a lancé ce parc, il faut imaginer qu'il y a 63 ans, 62 ans, il n'y avait rien pendant 30 ans. Il n'y avait pas de Disney, il n'y avait pas d'Astérix, et c'était vraiment très précurseur. Donc il avait des fréquentations énormes, jusqu'à 700, 800 000 personnes. Aujourd'hui, on en vise 420 000 cette année. On était à 300 000 il y a à peu près 3-4 ans quand j'ai repris le parc, donc on grossit. Mais on garde effectivement un positionnement qui est à peu près cohérent. À l'époque, il n'y avait que ça. Et alors au total, vous proposez 3 univers différents. Le désert du Nouveau-Mexique, la vallée des Mississippi et le canyon du Colorado. Alors en réalité, c'est une expérience de cow-boy que vous nous proposez, c'est clairement ça. Vous êtes positionné au niveau du Far West. Alors, on va dire les 3 nations qui maîtrisent le parc sont les Indiens, les Mexicains et les cow-boys. Bien sûr, on se moque des cow-boys, on essaie de les ridiculiser. D'ailleurs, on a un tournoi qui s'appelle les 3 nations, où on essaie de déterminer quelle nation est la meilleure pour dompter les chevaux. Ceux qui sont servis pour l'agriculture, ceux qui sont servis pour le combat. Et bien sûr, à la fin, on ridiculise les cow-boys, parce que l'objectif, c'est effectivement de ne pas dire que les cow-boys sont les meilleurs. Mais c'est assez amusant, parce que chacun choisit son univers, et en fonction des saisons, là on vient de terminer la saison par exemple de la fiesta mexicaine, qui a duré pendant un mois, avec beaucoup de musique, beaucoup d'environnement, et donc je voyais beaucoup de petits Mexicains, c'est moi qui poste parfois sur Facebook, donc j'étais amusé de voir qu'ils jouent le jeu. Et puis on aura l'été indien qui va commencer en septembre, donc on aura beaucoup d'Indiens, et ainsi de suite. Puis après on a Halloween, que tu connais bien, qui est un Halloween assez sympa, qui sort un peu du contexte Far West, et qui mélange un peu tout, et qui est assez agréable. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet établissement, Maxime? En quoi c'est-il la Mer de Sable est-elle un lieu incontournable des loisirs en Ile-de-France? Le prix. C'est l'un des parcs les moins chers. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez y aller. Donc déjà, vous passez une bonne journée. 2, le cadre, il est unique. Les dunes, c'est incroyable. Vous arrivez, c'est juste waouh. D'autant qu'avec l'arrivée de la nouvelle attraction, une montagne russe totalement en bois, c'est une beauté absolue. Et puis, vous avez des petites pépites, notamment, vous avez un Flume, les bûches, mais avec une descente d'une raideur, je pense que c'est la plus longue d'Europe, de France, d'Europe. C'est encore la plus haute d'Europe depuis maintenant une trentaine d'années. Ah oui, donc il faut avoir le cœur bien accroché malgré tout, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir les plus grandes sensations quand on va dans un parc type Disneyland Paris ou le parc Astérix, mais finalement, quand on va à la Mer de Sable, on peut aussi effectivement avoir mal au ventre. C'est un parc familial, on est spécialisé pour la première expérience d'une famille entre 3 et maintenant 12 ans. On était 9 ans avant que le Buffalo arrive. Donc on reste quand même très très spécialisé sur la première expérience. Mais on a quelques pépites qui viennent de se passer et qu'on a conservées, qui ne nécessitent aucune forme physique particulière, sinon je ne pourrais pas le faire à des enfants à 80 cm, mais qui sont très impressionnantes. Notre Wild Buffalo, qui est une alors ça, il faut nous en parler, assez nouvelle, elle monte à 70 km/h, elle a besoin d'aucune capacité physique. Il y a les grands-parents, les enfants, les parents. Je dis les grands-parents parce que je suis peut-être un des rares parcs, contrairement aux autres, à avoir beaucoup de grands-parents dans mon parc. Vous avez beaucoup de grands-parents, Oui, et j'en veux beaucoup. Donc tout ce qu'on construit, ça ne sépare jamais la famille, et donc on ne va pas avoir besoin d'une capacité physique particulière. Il n'y a pas de looping, ça ne spinne pas comme la saute automatique, ce qui est un peu impressionnant parce que vous avez un parcours qui est différent à chaque fois. Je fais la pub des autres. mais du coup, on arrive à avoir beaucoup de sensations sans nécessité de conditions physiques, et ça permet du coup d'avoir toute la famille qui profite ensemble, et on garde cette promesse d'être le parc de la première expérience. Maxime, c'est vrai que c'est avant tout une attraction qui raconte une histoire. C'est
fluide. C'est impressionnant. C'est vrai que le frottement des rails au bois peut donner ce côté un petit peu waouh, mais en fait, une fois qu'on le fait, c'est hyper agréable. Les mamans, les enfants peuvent le faire. Et d'ailleurs, à partir d'un mètre et quelques, 1m10. 1m10, vous vous rendez compte. Donc, vos premières sensations, vous le faites sur une attraction majeure comme ça. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les montagnes russes, pour la plupart, sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie quand même, parce que ça a été monté très rapidement, en même pas 18 mois. En même pas 18 mois. Ouais, c'est ça. La construction elle-même a commencé en fait au mois de juillet de l'année dernière. Elle s'est terminée au mois d'avril cette année. Et après, on a commencé la réflexion sur le thème, la thématique, qu'est-ce qu'on voulait, quelle était l'attraction qu'on voulait faire, pourquoi on a choisi un Wooden. Alors, il se trouve que c'est une attraction qui est assez remarquable dans le monde des parcs. Il y a ceux qui ont le Wooden et ceux qui n'ont pas. Et donc, on était très contents malgré notre petite taille. On est un parc régional. Notre force, effectivement, c'est la proximité, c'est le dépaysement, puis c'est le rapport qui a été pris. On choisit une attraction qui est un peu symbolique et qui nous permet de démarquer un petit peu, peut-être d'un environnement de parcs régionaux qui sont un peu moins, je dirais, chanceux que nous par rapport à ce propos. Mais je sais que ce Wild Buffalo, pour vous, ça marque un véritable tournant dans votre parc. Pour quelle raison? Pourquoi c'est si important aujourd'hui d'avoir érigé cette attraction? Alors, d'abord, elle est assez admirable parce qu'elle est belle, elle est en bois, elle est sensationnelle. Mais surtout, elle permet d'augmenter un petit peu ma plage de clientèle. Ma spécialité, c'était des enfants de 3 familles avec des enfants de 3 à 9 ans. Avec le Wild Buffalo, je vais viser 3 à 12 ans. Mine de rien, quand vous avez un marché qui est uniquement de 6 ans et qui, après, vous devez attendre que personne ait 25 ans plus tard des enfants eux-mêmes. Si vous arrivez à augmenter ces 3 années de plus, vous augmentez, vous doublez votre marché quasiment. Donc en fait, c'était très important pour nous d'avoir une attraction qui satisfait l'aîné de la famille, tout en refusant d'être une attraction pour les ados. Je veux pas d'adolescents, j'en ai pas, j'ai pas cette ambition-là. Je veux rester sur le monde familial, mais satisfaire l'aîné. Et c'est vrai que le Wild Buffalo nous permet de cranter, non seulement d'un point de vue réputation, parce que maintenant il y a des gens qui viennent spécialement pour l'attraction, mais aussi pour la sensation et pour être contents de fréquenter un parc régional qui sont parfois pas bien perçus dans l'esprit des familles. Et je parle sous votre contrôle, messieurs, mais il me semble qu'il y a un débit assez important aussi sur cette attraction-là, ce qui est quand même très appréciable. Quand on n'a pas envie d'attendre 45 minutes, que les petits camarades d'en face passent, c'est pas mal. C'est hyper important. Si vous êtes un parc censé être un parc positionné pour les enfants, un enfant, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ça attend pas. La notion d'attente est très longue pour lui. Contrairement à nous, où il y a certains parcs américains, vous attendez 4 heures. Avec un fast-pass, vous attendez 2 heures et demie. Parce que vous avez gagné 2 heures. Nous, on a la possibilité, en fait, d'essayer de faire en sorte que le parc ne fasse pas attendre plus de 20, 25 minutes, 30 minutes. Avec un Wild Buffalo qui débite entre 500 et 700 personnes à l'heure. Pardon pour le mot débiter, mais c'est le terme. Ça fait passer du monde. Mais c'est le cas. Vous avez la possibilité, du coup, de diminuer l'attente dans le reste du parc. Parce que j'ai certaines attractions où il faut mettre l'enfant dans la barre, le retirer, donc ça prend beaucoup de temps. Et là, vous avez des très faibles débits. Donc le Wild Buffalo remplit pas mal de fonctions, notamment celle-là. Mais j'imagine aussi, si vous me permettez, Antoine Lagarrière, que vous avez dû être confronté à des véritables défis techniques aussi, parce qu'on est une fois de plus sur du sable là. Comment vous avez fait pour construire cette attraction sur un endroit qui est quand même un peu mouvant, quoi? Non, alors c'était amusant parce que d'abord il a fallu demander la permission de le faire là, parce que c'est un site qui est classé. Donc heureusement la zone dont on a parlé est une zone constructible. Et il a fallu réussir un défi incroyable, c'est de mettre l'attraction dans le sable. Donc au lieu de faire des grandes plaques de béton qui auraient endommagé le site, on a fait 860 plots de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, des cubes qu'on a coulés et on a posé l'attraction sur ces 860 plots. Et là, ça y est, elle est dans la phase de stabilisation, c'est-à-dire qu'elle ne va plus bouger. Et quand on va retirer le bois ou quand on va retirer quoi que ce soit, on n'aura plus rien sur la dune, on n'aura pas abîmé quoi que ce soit. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, si jamais il y a une fin, on retire tout et qu'on soit dans une zone neutre. Alors, Élodie Henry, qui est notre maquilleuse, habite à seulement quelques kilomètres de la mer de Sable. Voilà, je ne veux pas trahir l'endroit où elle habite, mais elle m'a fait remarquer à juste titre, c'est vrai que votre parc jouait un véritable rôle aussi dans l'emploi local. Vous en recrutez beaucoup de saisonniers? Beaucoup. Alors, beaucoup, parce qu'en fait, on a besoin d'à peu près 250 personnes sur l'ensemble de l'année. Et il se trouve que y a pas mal de gens qui viennent et puis qui arrêtent, soit ils trouvent un CDI. Moi, je ne propose pas forcément des CDI. Donc, on a une force de recrutement et on doit tout le temps faire attention à notre capacité, ce qu'on appelle la marque employeur, à être capable de répondre à leurs attentes, de les former, on les certifie. Lorsqu'ils ont passé une saison chez nous, ils sont certifiés. S'ils dépassent 3 mois, ils ont un intérêt à la participation, c'est-à-dire que si on fait des résultats positifs, ce qui est le cas depuis 5 ans, ils touchent quelque chose à la fin. Donc on fait très attention. Aujourd'hui, même, les 2 jours, on a lancé maintenant un bus qui est entre Plessis-Belleville, qui est la gare la plus proche de nous, et nous, parce que malheureusement, il n'y a pas de transport en commun, donc il fallait avoir le permis de conduire, et donc pour pouvoir... Donc on fait très attention à tous ces jeunes qu'on essaye d'avoir, qu'on essaie de former, leur sécurité, la sécurité des visiteurs, et puis l'expérience visiteur, comme tu en parlais, c'est très important. Nous, il faut savoir que 3 visiteurs sur 4 sont déjà venus,
Donc on a intérêt à réduire le temps d'attente entre la prochaine visite et donc les satisfaire au maximum. Merci beaucoup Antoine Lacarrière. Et puis attendez, je me permets, je vais quand même prendre mon nouvel animal de compagnie. Ça va, il n'a pas l'air d'être méchant celui-ci. Hein. Non, il est pas méchant. Apparemment. Écoutez, on espère quand même. Attendez. Bon, merci à vous. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la mer de Sable. Et merci beaucoup Antoine Lacarrière. Et si vous redoutez le sable entre les orteils ou que manque de chance, vous avez oublié la crème solaire, ça peut arriver. Alors je vous propose de vous rendre dans un espace à l'ombre, cette fois-ci placé sous le signe de la curiosité. C'est un espace conçu tout spécialement pour les enfants où la magie opère à l'intersection de la science et de l'art. Vous allez comprendre ce que je vais dire parce que c'est un endroit unique où les plus jeunes pourront éveiller leur sensibilité, stimuler leur curiosité et imaginer toute leur créativité. Bonjour Raphaël Chanet. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes le directeur des expositions pour le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. En juin dernier, un tout nouvel espace a vu le jour. Cet espace s'intitule le Palais des Enfants. Il est installé dans le 8e arrondissement de Paris, tout près des Champs-Élysées. Racontez-nous, il s'agit de quoi exactement? C'est quoi le Palais des Enfants? Le Palais des Enfants, en fait, c'est un espace où on a des expositions pour les 2-10 ans. Ouais. C'est un espace où on invite en fait nos visiteurs à explorer l'intersection entre l'art et la science. Ouais. Et cette exposition, en fait, la première exposition de ce lieu, c'est sur la transparence. Donc c'est comment la lumière interagit avec la matière. Alors c'est quoi exactement ce lieu? C'est un peu le royaume des enfants finalement. On y rentre et on a l'impression que voilà, c'est vraiment l'endroit rêvé, le havre de paix des plus jeunes. C'est un petit peu une caverne d'Ali Baba. On a rassemblé plein de choses autour de la transparence, des objets, des œuvres d'art, des éléments mécaniques, interactifs, des jeux vidéo, des multimédias. Ouais. Les enfants en fait sont invités à un petit peu explorer, à expérimenter, à découvrir la démarche scientifique en fait de qu'est-ce que c'est la transparence, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire avec, et en même temps de voir comment des artistes s'en sont emparés pour créer des objets vraiment magnifiques. Et comment ce lieu est-il né? C'était quoi l'objectif de départ? Alors ce lieu en fait c'est une coproduction entre le Grand Palais Réunion des musées nationaux et le Palais de la Découverte. Donc on est un musée scientifique, un musée d'art, et on a travaillé ensemble pour imaginer qu'est-ce que ce serait en fait un espace où on crée quelque chose entre l'art et la science pour les enfants. Ouais, Maxime Guény, c'est vrai que c'est incroyable l'offre pléthorique qu'il y a pour les enfants. C'est très fort, ouais. Et puis là ça mêle le ludique, le pédagogique, et puis il y a ce côté un peu attractif. On a toujours rêvé d'être un peu le Jouve trouve tout, de faire des expériences de chimie. Là on le fait en vrai, en dur, on se salit pas, et je crois que les parents ils s'amusent autant que les enfants. Exactement. Donc on a par exemple un élément où on s'amuse à changer la façon dont la lumière traverse des quartz. Donc c'est une espèce de flipper géant, et les parents en fait peuvent aider les enfants. On a aussi un autre endroit où on regarde un petit peu comment les nuages, comment la lumière traverse les nuages et comment en fait ils bloquent la lumière au fil de l'eau. Donc il y a plein d'interactions comme ça où les parents et les enfants peuvent travailler un petit peu ensemble pour tester des choses et découvrir un petit peu. Mais c'est pas facile quand même de capter l'attention de ce si jeune public. Est-ce qu'ils arrivent quand même à rester un tantinet concentrés lors de cette exposition? Oui, parce que tout est dans le récit et ce qu'on raconte. Transparence, en fait, ça raconte vraiment l'histoire de la transparence à travers l'histoire d'une petite bulle de savon qui se promène à travers l'exposition, et en fait les visiteurs suivent la transparence à travers cette bulle de savon qui leur raconte des histoires. Donc en fait, on utilise plein d'autres façons de raconter des choses pour que les enfants aussi puissent se poser, écouter et ne pas juste courir dans tous les sens. Et pour quelle raison avez-vous décidé de jouer avec cette transparence qui peut paraître être une notion assez abstraite pour les enfants? Exactement, parce qu'en fait, effectivement, les artistes utilisent la transparence pour créer des objets qui sont magnifiques, et les scientifiques aussi l'utilisent aussi pour tester et créer. Donc il y a vraiment cette idée de créer autour de la matière, ce qui est vraiment extrêmement intéressant pour les enfants à cet âge, parce que eux, en fait, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de jouer. Donc par exemple, on a un interactif où on met plein d'objets un peu transparents et on les invite un peu à créer une nature morte en créant des ombres, en voyant comment ça traverse la matière. Donc l'idée, c'est de montrer à quel point la matière peut être utilisée pour créer quelque chose. C'est vrai que la transparence, ça peut paraître abstrait, mais pour moi, c'est la magie. Et c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est la transparence d'un effet magique où on fait disparaître les choses. En fait, il y a un côté mystérieux derrière. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, on a effectivement une œuvre, par exemple, d'une artiste sud-coréenne, Sosini Park, une espèce de map translucide. On se balade en dessous et c'est un peu comme si on était sous la mer. Donc, on les emmène dans un autre monde en jouant vraiment sur le côté magique de cette matière. Et qu'est-ce qui plaît davantage aux enfants? J'imagine que ce sont les contenus interactifs aussi qui peuvent manipuler. C'est ça, en fait, qui plaît beaucoup à ce jeune public? Ça plaît énormément, mais vraiment aussi, ce qui est très intéressant, c'est les histoires. On est capable de vraiment faire s'arrêter, surtout les petits. On va de 2 à 10 ans dans cet espace, et si on leur raconte une histoire, ils sont vraiment capables de se poser vraiment. L'interactivité, en fait, ce qui est intéressant, c'est plus avec les plus grands. Quand on va avoir 7, 8, 9 ans, où là, effectivement, le multimédia, tout de suite, ça capte l'intention et ça leur permet de faire des choses. Donc là, par exemple, on a un interactif où on les enferme dans une bulle, on prend la silhouette avec une Kinect. De l'autre côté, il y a un autre enfant qui souffle, et cette bulle gonfle, et après, l'autre enfant peut s'envoler avec la bulle et se balade
en fait sur un écran où en fait on voit sa silhouette dans la bulle en train de se promener. Et comment vous avez conçu tout ça? Enfin, c'est incroyable quand même. C'est vrai qu'il faut avoir des idées de génie pour pouvoir proposer ça. On travaille en fait avec des super designers. On a toute une équipe aussi de scientifiques, des gens en fait qui nous aident vraiment à réfléchir comment est-ce qu'on peut développer des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et surtout en fait, on teste avec les enfants énormément pour voir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Et c'est vrai que j'ai vu que des œuvres d'art jonchaient le parcours. Quand vous dites des œuvres d'art pour un public si jeune, vous faites référence à quoi exactement? Des œuvres d'art contemporain qu'on verrait au Centre Pompidou ou au Palais de Tokyo, mais qui sont là, qu'on peut toucher. Pas toutes, certaines on a le droit, d'autres on ne peut pas, mais du coup qui sont vraiment là à hauteur d'enfant, qui invitent l'enfant à interagir avec une œuvre, et c'est parfois en fait des œuvres qui ont été pensées aussi pour les enfants. On en a notamment une où c'est un grand couloir transparent, et on court à travers et en fait on peut voir son reflet, et l'artiste Dan Graham l'a pensé pour les enfants. Et est-ce que vous envisagez d'autres expositions dans ce lieu? Parce que là on parle de l'exposition Transparence qui je crois est la première. En même temps cet espace a ouvert en juin, donc vous n'avez pas non plus une grande longévité, mais est-ce que vous en envisagez d'autres à moyen court terme? L'idée effectivement c'est tous les 2 ans d'avoir une nouvelle thématique un peu entre art et science qui à chaque fois va un petit peu ponctuer et évoluer. Donc la prochaine ce sera probablement fin 27. Fin 27, et vous avez une idée du thème que vous voulez choisir? C'est top secret. On n'est pas habilité, nous, Maxime. On n'est pas habilité. Ah oui, aucune transparence. Et pourquoi vous avez décidé de créer cet espace distinct du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie? C'était l'opportunité en fait d'aller dans un domaine qu'on ne connaissait pas. L'art est mélangé avec l'science pour un public enfant, ce qui est à peu près, à ma connaissance, unique en Europe. Il n'y a pas d'autre endroit qui mettent vraiment ces 2 choses côte à côte et qui créent un espace spécifique dédié pour cela. Parce que le Palais de la Découverte est fermé depuis 4 ans, je crois, Maxime. C'est ça, il devait rouvrir le 21 juin de mémoire pour des raisons officielles de chantier un peu... Exactement, les travaux ne sont pas finis, donc on n'a pas pu investir les lieux et il a été donc décidé d'en différer l'ouverture. Voilà, ça devait normalement rouvrir pour une exposition temporaire, je crois, le 11 juin 2025. Exactement. Ça a été retardé. Alors en attendant, les activités du Palais de la Découverte se déroulent dans le 15e arrondissement de Paris avec les étincelles du Palais de la Découverte. Les tout petits ne sont pas forcément acceptés, mais en famille avec des jeunes de 6 à 13 ans, je crois que ça peut le faire. Il faut être juste accompagné d'un adulte. Quelles sont les expériences que vous suggérez dans le cadre de cette opération? Dans les étincelles, en fait, ce sont nos amis les médiateurs et les médiatrices du Palais de la Découverte qui font des expériences live impressionnantes. Donc par exemple, l'électrostatique, on prend quelqu'un, on lui fait toucher un aimant, etc. Et hop, les cheveux qui se dressent sur la tête tout d'un coup, c'est magique. On a aussi un planétarium qui nous permet un petit peu de regarder le ciel étoilé et d'explorer un petit peu les beautés de l'univers qui nous entoure. On a aussi des parties plus sur tout ce qui est chimie, avec des expériences où on fait effectivement beaucoup de travail sur des réactions un petit peu étonnantes en termes de couleurs, de réactions de la matière, etc., etc. Oui, avec de l'azote à moins 196 degrés, j'ai vu. C'est pas dangereux ça de manipuler ça, non? On peut pas souffler tout le bâtiment. Protégé, etc. Tout va bien. Ces gens sensibles. Vous savez, on peut avoir des côtés Pierre Richard aussi parfois. Vous savez, on peut faire des dégâts. Généralement, ça se passe plus tôt. Il y a aucun risque, bon, ça va, vous nous rassurer. Et la Cité des Sciences et de l'Industrie aussi, on en parle puisqu'elle regorge d'expositions en tout genre. Alors je sais que je vais vous demander quelque chose qui va vous être très douloureux, mais il va falloir choisir. Il faut que vous nous donniez quelques expositions comme ça qu'il faut absolument regarder. Parce qu'il y en a beaucoup des expositions permanentes. Quelles sont celles qu'il faut absolument aller voir durant l'été? Alors, je dirais il y en a pour à peu près pour tous les goûts. Il y a la Cité des bébés. La première, c'est de 0 à 23 mois. C'est pour les tout petits. C'est un espace tout cocon, tout doux, tout sympa, où les parents peuvent se mettre un peu à 4 pattes avec leurs enfants. Personne ne juge et bébé peut juste explorer. Et c'est vraiment un moment inoubliable. Ça, c'est génial. J'ai vu qu'il y avait l'exposition Chiens et Chats également. Exactement, l'expo Chiens et Chats, où là, on parle plutôt de nos amis à 4 pattes. Et effectivement, l'idée, c'est de montrer comment on a plein de points communs avec eux, de mieux les comprendre. Toujours à 4 pattes, hein. Toujours, oui, une thématique récurrente. Il ne faut pas avoir de problème de genoux quand on vient vous voir, quoi. Et du coup, par exemple, on invite les enfants à imaginer jusqu'à où on peut sauter par rapport à un chat, ou quand un chien court entre différents poteaux, faire exactement le parcours et voir à quel point, en fait, ils sont extrêmement rapides par rapport à nous. On parle aussi de comment eux perçoivent le monde autour d'eux. C'est pas du tout la même façon de fonctionner que nous. Et puis aussi, on parle un peu de la question de leur position, de leur statut dans la société. Par exemple, prendre un chien, c'est une responsabilité. Bien sûr. Il y a tout ce côté un peu du bien-être animal qu'on amène un petit peu aux enfants. Il y a un côté très éducatif aussi dans ce type d'exposition. Au-delà du côté ludique, d'apprendre justement les désirs de l'animal, il y a aussi un côté responsable que vous inculquez à travers. On amène le côté de la responsabilité du rapport à l'animal. Et là encore, vous proposez aussi des contenus interactifs sur ce type d'exposition? Toujours. Dans un de nos espaces, la Cité des enfants qui vient de rouvrir, donc la Cité des grands, qui a ouvert la semaine dernière. Donc là, on
est vraiment dans l'idée d'amener les enfants un petit peu à explorer différents mondes avec de l'interactivité. Donc on va aller sous terre, on va voir un ver de terre géant, on va construire une cabane géante collectivement, on va aller dans une fête foraine et là on va se tester avec une espèce de gros dispositif, c'est un poulpe géant, un peu comme vous savez les trucs qui attrapent des trucs dans les fêtes foraines, vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument, là, les espèces de bras. Voilà, avec des bras, et donc c'est un poulpe qui marche jamais d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous avez déjà réussi, là, mais ça marche. Et donc Poulpi, on l'appelle, c'est son petit nom, qui attrape des espèces de balles et il faut le faire en équipe et collectif. Donc c'est pareil, on utilise la fête foraine un petit peu pour créer de l'interactivité et du jeu. Et ce qui est chouette, c'est que ça marche aussi pour les enfants et pour les adultes. Et à la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous proposez aussi à un moment donné, ça va vous parler Maxime Guény, de nous déhancher. Vous proposez une véritable exposition où on peut danser. Vous vous transformez en boîte de nuit, c'est ça? Exactement. Le challenge était faire danser des visiteurs dans un musée. C'est pas quelque chose de très naturel. Non, c'est vrai. De 4 ans jusqu'à 99 ans. Et donc par exemple, on a un dispositif, c'est un bal où en fait on invite les visiteurs qui ne se connaissent pas à faire du disco, à faire du menuet, à faire de la guinguette. Et donc c'est toujours assez intéressant de voir les interactions, ce qui se passe entre les enfants, les adultes, les ados qui savent pas trop quoi faire. Et puis finalement ils se lancent et ils y vont. Et dans cette exposition, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on parle aussi du corps et comment on peut utiliser pour créer. Donc par exemple, il y a tout un dispositif sur sauter et en fait on invite les visiteurs à sauter et se prendre en photo avec un système de décalage et on voit l'effet sauter un peu en décalé comme un chronophage. Et du coup, ça permet aussi de voir à quel point ça peut être assez extraordinaire en fait comme utilisation. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Chanet. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des expositions pour le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est temps que l'on termine notre voyage, Maxime Guény, au sein de la planète divertissement que vous maîtrisez à merveille. Et le dernier lieu que l'on vous propose est bucolique, il est acrobatique, il est fantastique. C'est un endroit dépaysant situé à seulement quelques kilomètres des klaxons parisiens où vous pouvez vous détendre, barboter dans une piscine à vagues ou réaliser des exploits sportifs suspendus dans les arbres. Et tout un programme. Bonjour Pauline Butel-Gomis. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes la directrice de l'île de loisirs de Créteil. Alors dans la région Île-de-France, c'est vrai qu'il en existe beaucoup quand même, des îles de loisirs. Il en existe 12 me semble-t-il au total. Quelle est la spécificité de la vôtre ? Alors déjà parmi les 12 îles de loisirs, rappelez que ce sont toutes des propriétés régionales, où la région Île-de-France investit pour les loisirs en particulier les personnes on appelle le jardin de ceux qui n'en ont pas. Oui, absolument, c'est vrai. La particularité de l'île de loisirs de Créteil, c'est la plus petite île de loisirs de la région Île-de-France, mais qui regroupe quand même un panel d'activités qu'on développe également, et qui est aussi la plus accessible en transport, parce qu'on est desservi par le métro, le RER. Absolument, ouais. Vous êtes très accessible. C'est vrai que Maxime, tout à l'heure, vous parliez, vous savez, du ticket d'entrée. Mais oui, c'est hyper important. Et ça, c'est important, vous voyez. C'est-à-dire que vous n'avez pas de jardin, vous voulez vous dépayser à moindre coût. Franchement, les îles de loisirs, c'est vraiment l'idéal. D'autant que là, on a vécu un épisode de canicule assez fort. Les îles de loisirs sont là quand même pour nous dépayser, nous rafraîchir et nous faire du bien. Vous parliez aussi de votre espace, peut-être plus petit, mais tout ce qui est petit est mignon et on s'y sent bien, j'ai l'impression. Tout ce qui est petit est mignon. On va retenir ça. Alors, attendez, parce que vous dites tout ce qui est petit et mignon, la piscine à vagues, dans ce cas-là, elle n'est pas mignonne, parce que c'est quand même 1310 mètres carrés, je crois, d'espace que vous nous proposez. On a 1,5 hectare d'espace piscine, donc on ne fait pas que de la piscine, parce qu'on a cherché à améliorer l'espérance de nos usagers. On est sur des tarifs modérés et une vocation sociale, mais pour autant, on cherche à avoir une expérience la meilleure possible. Donc on a agrémenté notre espace piscine de jeux gonflables et dernièrement d'un terrain de sport sur sable. Donc ça permet d'avoir, même les jours de forte fréquentation où on fait le plein sur l'établissement, d'avoir des gens qui sont répartis sur les différents points d'intérêt du site. Et là, il faut préciser quand même qu'il faut réserver lorsque l'on veut barboter dans cette fameuse piscine. On a géré ça parce qu'effectivement, c'est bizarre à 28, 30, 35 degrés, tout le monde a la même idée de venir à la piscine. Comme c'est curieux, c'est vrai. Bizarre. Et effectivement, avant qu'on mette ce système de réservation, on était sur des queues interminables. Et puis au moment la fréquentation maximale est atteinte, il faut bien dire il n'y a plus de place à vendre. Donc c'était compliqué, ça générait pas mal de conflits dans les files d'attente, etc. Donc depuis 2021, on est sur réservation. Donc le papa ou la maman qui promet la sortie piscine, il réserve son ticket et au moins il arrive
en étant sûr d'offrir ce plaisir à ses enfants. Maxime Gagny. Quelle est votre capacité maximale? Vous accueillez combien de personnes en moyenne chaque jour? Sur l'espace piscine, on est à 1300 personnes. C'est pas mal, là, oui. C'est une belle affluence, absolument. Et à quelle fréquence les vagues déferlent-elles? Alors cette question vous peut paraître très technique, mais personnellement, lorsque je me rends dans une piscine à vagues, je ne vois jamais de vagues. Je ne sais pas si c'est normal, mais en attendant, alors peut-être que je suis malchanceux, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est tous les quarts d'heure, c'est tous les 20 minutes? Vous avez des horaires précises? Il faut que vous nous donniez là pour les téléspectateurs qui nous regardent. Alors nous, c'est une fréquence de 30 minutes. 30 minutes. En fait, l'automate bloque la production de vagues. Il faut attendre 30 minutes entre chaque cycle de vague et les cycles de vagues qui durent 5 minutes. Bon, donc généralement, on sait que ça arrive parce qu'il y a les cris. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Une sirène, quoi. On peut l'entendre, effectivement. Et quels sont, hormis cette piscine, les autres espaces ou activités qu'il faut réserver en amont pour celles et ceux qui ont l'intention de se rendre sur l'île de loisirs de Créteil? Alors, la piscine, c'est vraiment l'espace pour lequel on a mis la réservation pour gérer justement cet afflux. Sur les autres activités, on a moins cette problématique, mais on a mis à peu près l'ensemble de nos activités sur réservation. Donc, on a après des activités qui sont gérées à côté. On a de l'acrobranche. Ah oui, l'acrobranche, ça, il faut que vous nous en parliez parce que ça, c'est fascinant. Pour les familles qui ont l'intention de passer un bon moment, le niveau de difficulté du parcours, il est comment? C'est de moyenne difficulté. On n'a pas encore de parcours grande difficulté, donc c'est géré avec Acrocamp qui permet aussi la réservation de son ticket d'entrée. Et nous, en direct, on a aussi une base nautique sur laquelle on peut louer des kayaks et des catamarans. Et puis faire des activités encadrées sur le reste de l'année. Et sur l'acrobranche, quels sont les types d'obstacles que l'on doit franchir? C'est très haut en altitude? Alors, le parcours d'acrobranche, justement, comme on est en zone très urbaine, on joue sur ce petit et mignon, mais surtout très naturel dans cet espace. On est vraiment un écran de verdure au sein de la ville. Donc on a voulu garder vraiment cet aspect naturel. Donc on a une très belle structure autoportée avec des filets déjà pour les petits qui peuvent déjà appréhender le vertige sans tout le baudrier, etc. Et puis après les parcours dans les arbres en fonction des tailles comme tous les systèmes. Et puis une grande tyrolienne pour finir. L'acrobranche, c'est votre péché mignon, ça, ou pas? C'est mon péché mignon, et à chaque fois que je l'ai fait, je suis reparti avec des crampes pendant moins de 2 semaines. Mais ça va tout travailler. Hein. On vous a vu, vous étiez lamentablement vautré dans Fort Boyard il y a quelques années. C'est vrai. Alors l'acrobranche, on a hâte de vous découvrir. Pour les familles qui souhaitent simplement se reposer, qu'est-ce que vous proposez exactement? Parce que là, on a parlé de choses qui peuvent bouger parfois, la piscine à vagues, l'acrobranche, mais pour celles et ceux qui ont juste l'intention de fuir, comme je disais en introduction, les klaxons parisiens, est-ce que vous avez une offre particulière? Donc on a 20 hectares de parc entièrement en accès libre, 365 jours par an, et donc les jours de canicule également, et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que là, pendant les périodes très chaudes, on a vu des familles venir vers 20 heures vraiment profiter d'un peu de fraîcheur avant la nuit. Donc voilà, on a sur notre parc des brumisateurs et puis après tout ce qu'il faut pour s'amuser, les aires de jeu pour les enfants et puis pour les sportifs qui attendraient aussi cette fin de soirée pour faire leur dose de sport. On a un parcours d'agrès sportif et de street workout. L'agrès sportif, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? C'est différents agrès de fitness. Ce sont des infrastructures qui sont mises en place pour pouvoir travailler les muscles, c'est ça. Et vous avez aussi la Maison de la Nature au sein de cette île de loisirs, ce qui vous permet aussi de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement, notamment. Comment vous vous y prenez cet endroit-là? Alors, donc la Maison de la Nature est animée par une association, Nature et Société, qui développe un certain nombre d'ateliers de découverte de l'environnement. Donc, selon la saison, il va y avoir des parcours, des sorties plus ornitho, parce qu'on a beau être en plein cœur de la petite couronne, on a des espèces protégées qui viennent, notamment les oiseaux, qui viennent nicher sur le lac de Créteil. Donc voilà, il y a la découverte de tout ça, et puis un certain nombre d'ateliers et qui viennent un peu montrer aussi tout ce qu'on est en mesure de développer pour justement préserver cette biodiversité et l'améliorer. Donc on fait par exemple un certain nombre d'hectares d'espaces verts en fauche tardive, donc ça permet d'avoir des insectes particuliers qui viennent s'y développer, et puis voilà. Ok, l'aspect nature aussi qui est très importante pour cette île. C'est vraiment justement, on est au niveau
niveau décor, avec un front bâti, puisqu'on a les immeubles d'architecture assez particulière de la ville de Créteil qui sont juste en face sur le lac. Et nous, cet écrin de verdure un peu particulier sur lequel on joue vraiment cet aspect nature. Et le stage de voile aussi, est-ce que je peux devenir un véritable professionnel prêt pour les prochains Jeux Olympiques si j'y participe? Nous, on travaille beaucoup sur la découverte et l'initiation, mais on a un certain nombre de stages qui permettent un niveau de progression au cours de la semaine. Et puis une école de voile tout au long de l'année, voilà, qui permet le samedi de venir progresser là. Et après, pour ceux qui seraient plus, l'activité nautique serait plus une activité parmi une autre, on développe des stages multi-activités. Oui. Voilà, on accueille les enfants aussi, les enfants à la journée, et donc ils vont faire une activité nautique, et puis le reste de la journée, justement, de l'acrobranche, un atelier découverte de la nature, voilà, pouvoir faire, trouver du lien sur ces différentes activités, notamment via la nature, l'eau, la pêche, puisqu'on a aussi une école de pêche. Oui, absolument, exactement. Voilà. Donc impossible de s'ennuyer si on se rend sur l'île de loisirs de Créteil. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Il y en a pour absolument tous les goûts et tous les âges, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Pauline Butel-Gomis, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de l'île de loisirs de Créteil. Merci beaucoup d'avoir été autour de cette table. Et il est temps pour moi aussi de vous remercier, cher Maxime Guény, directeur de la publication et rédacteur en chef de ce fabuleux magazine Parc et Loisirs Magazine. Vous sortez votre 13e numéro. Merci infiniment pour vos éclairages et ces précieux conseils que vous nous avez communiqués tout au long de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette saison. On se retrouve d'ici quelques semaines quand notre épiderme aura un petit peu bruni. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous avez la chance d'en prendre, et je vous dis à très bientôt sur Le Figaro TV.